Salut à tous, aujourd'hui nouvel exo en algèbre linéaire. Donc c'est un exercice qui consiste à tridiagonaliser une matrice que vous ferez l'année prochaine, en SP. Donc c'est assez guidé. Donc l'énoncé est le suivant, on se place dans E égale R cube. B, ça désigne la base canonique de E. On considère F un endomorphisme de E tel que la matrice A, ce qui est sa matrice dans la base B, qui est la matrice de F dans la base B, et la suivante. On note B', donc U, V, W, où U et V et W sont des vecteurs exprimés en fonction des vecteurs canoniques de la base E. Donc première question, il faut montrer que B' est une base de E. Deuxième question, il faut déterminer la matrice de F dans la nouvelle base B'. Et enfin, une application de ce changement de base, c'est calculer pour tout n dans grand N la matrice A puissance n. Donc voilà. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, essayez de résoudre cet exercice. Moi je vais faire des rappels de cours et ensuite je vais corriger l'exercice. Ah, et donc on est parti pour les rappels de cours. Donc dans tout ce qui va suivre, E, ça va désigner un R espace vectoriel de dimension finie. Qu'est-ce qu'une famille libre? Eh bien c'est une famille EI de E, telle que si j'ai une combinaison linéaire qui est égale à 0, ça veut dire que tous les coefficients sont égaux à 0. Voilà, c'est la définition de la liberté d'une famille dans un espace vectoriel. Qu'est-ce que veut dire qu'être une famille génératrice? Eh bien j'ai une famille génératrice si en fait pour tout vecteur de E, je peux l'écrire sous la forme de combinaison linéaire de cette famille, c'est-à-dire sous la forme coefficient fois les vecteurs I, le tout sommé. Qu'est-ce qu'une base? Une base c'est une famille qui est libre et génératrice dans E. Donc ça c'est une base de E. Maintenant en dimension finie j'ai une propriété qui est forte, c'est que si j'ai une famille libre de E dont le cardinal est égal à la dimension de E, alors en fait cette famille elle est génératrice et donc c'est une base de E. Donc conclusion, pour montrer qu'une famille est une base en dimension finie, il suffit de montrer qu'elle est libre de dimension, de cardinal égale à la dimension de l'espace vectoriel. Alors maintenant, on va revoir la méthode pour calculer la matrice d'un endomorphisme dans une base donnée. Donc je prends U un endomorphisme de E et B une base de E quelconque. Eh bien, U est un endomorphisme, et il va de E dans E, donc en particulier, pour tout J dans un N, U de J reste dans E. Donc comme U de J est dans E et que B est une base, eh bien, je peux l'exprimer en fonction de coefficients alpha et J, sous la somme suivante. C'est U de J égale la somme des I alpha et J EI. Donc ça me permet de définir une matrice qu'on appelle la matrice de U dans la base B qui donne les coefficients alpha ij, ij dans un n, etc. Donc visuellement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la représentation suivante. Comment est-ce que ça se lit, ce diagramme, ce dessin? C'est je calcule f de E1, j'obtiens les coefficients, donc j'obtiens f de E1 sous la forme d'une combinaison linéaire des vecteurs E1, E2, etc. En. J'ai des coefficients devant chacun des EI, et bien les EI, je les rentre vis-à-vis à leur place dans la matrice. Je vais donner un exemple. Si je prends la transformation suivante, f de E1 égale E1 plus E2, f de E2 égale 0E1 plus moins 3E2, eh bien je peux calculer la matrice en rentrant du coup les coordonnées 1, 1 dans la première colonne et 0, moins 3 dans la seconde. Voilà, donc ça c'est la matrice d'une base. La matrice d'un endomorphisme dans une base donnée. Maintenant, nouvelle méthode, changement de base pour une matrice. Donc en fait là on calcule la matrice qui permet de passer d'une base à l'autre. Okay. Donc si je prends toujours U un endomorphisme, B une première base et B' une seconde base de E. Bah, en fait, j'ai l'égalité suivante, c'est que je peux passer d'une base à l'autre avec une certaine matrice de passage P, qui s'écrit de manière plus rigoureusement, P qui va en fait de B vers B', B, B', et P en fait il s'obtient comme suit, c'est que en fait EI', c'est un vecteur de E, donc comme B est une base, je peux l'exprimer en fonction des EJ. Donc j'obtiens la relation suivante et la relation suivante avec la somme, et ça me permet de définir une certaine base, une certaine matrice qui est la matrice des KIJ. Donc quelques exemples, si j'ai une homothétie, c'est-à-dire quelque chose qui va
qui va multiplier les vecteurs de base par une certaine constante k, et bien la matrice de changement de base, ça va être k sur la diagonale, donc ki2 ici, vu que on est dans deux dimensions 2. Maintenant, une transformation que vous voyez souvent en physique, c'est une rotation. C'est que si j'ai E1' égale cos θ E1 plus sin θ E2, E2' également sin θ E1 plus cos θ E2, et bien la matrice de la rotation, elle est donnée ici. C'est que j'ai la transformation ici, j'ai rentré les cos θ ici, sin θ là, donc j'ai rentré les coordonnées comme ça, et là maintenant, moins sin θ et là cos θ ici. Donc voilà, c'était tout pour la méthode de changement de base pour une matrice. Alors on va corriger le problème. Donc première question, on va montrer que B' est une famille de E, est une famille libre de E pour montrer que c'est une base puisqu'elle est de bon cardinal. Donc je suppose qu'il existe alpha, bêta, gamma dans R3, tel que j'ai alpha U plus bêta V plus gamma W égale le vecteur nul. Ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'équation suivante. Alpha plus bêta plus gamma égale 0, bêta plus gamma égale à 0, et alpha plus gamma égale à 0. Vous pouvez enlever un des deux plus, il sert à rien. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais des opérations donc, sur les lignes. Là, j'ai fait L3 reçoit L3 moins L1. Et au final, là j'obtiens bêta égale à 0, je reporte dans la seconde ligne gamma égale à 0, et je reporte dans la première ligne alpha égale à 0, donc j'ai bien alpha égale bêta égale gamma égale à 0, et donc la famille B' est libre. De plus, elle est de bon cardinal, c'est-à-dire bon dans le sens où c'est le même que celui de la dimension de E, donc ça veut dire que B' c'est une famille qui est génératrice de E, et donc au final, ça nous montre bien que B' est une base de E. Allez, donc deuxième question, donc on va essayer de calculer la matrice dans la nouvelle base. Donc pour cela, on calcule f de U, f de V, f de W. Donc f de U en fait fait agir f sur U, ça revient à faire agir la matrice à gauche sur U. Donc ça revient à faire un calcul matriciel. Donc à U, on trouve au final que ça fait 1, 0, 1. Et bien qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le vecteur U. De la même manière, f de V, ça fait agir A à gauche. On retrouve 1, 1, 0. Ça, c'est le vecteur V lui-même. Et enfin, dernier point, f de W, c'est AW et pas AU, attention. Et au final, on trouve que ça fait 2, 1, 2. On a f de W, là, il faut reconnaître U plus V. Effectivement, si U plus W, pardon, si vous faites ça ici, 1, 0, 1 plus 1, 1, 1, ça va bien faire 2, 1, 2. Donc au final, vous avez bien trouvé les expressions voulues. Donc f de U égale à U, ça veut dire qu'il y aura un 1 ici, en haut à gauche. F de V égale V, ça veut dire deuxième colonne, je rentre F de V, donc en deuxième ligne de la deuxième colonne, je vais avoir un 1. Et maintenant, F de W égale U plus W, ça veut dire que troisième colonne, je vais avoir un 1 à la première ligne, qui correspond au U, et un 1 qui correspond au W ici. Et donc, j'aurais trouvé la matrice B de F dans la nouvelle base B'. Et donc, on est parti pour corriger la dernière question. Donc, je note T égale la matrice de F donc dans la nouvelle base B'. T comme trigonale, parce que elle est triangulaire du coup supérieure. Donc on sait qu'on a le changement de base suivant, A égale PTP-1, où P c'est la matrice de changement de base pour passer de B à B'. Comment est-ce qu'elle s'obtient? Eh bien je rappelle qu'en introduction, enfin dans l'énoncé, j'avais U égale E1 plus E3, donc ça veut dire que je vais avoir sur la première colonne 1, qui correspond au coefficient devant E1, 0, qui correspond au coefficient devant E2, puis 1, qui correspond au coefficient devant E3. Puis V égale E1 plus E2, donc ça va faire 1, 1, 0. Puis j'ai bien W égale E1 plus E2 plus E3, j'ai 1, 1, 1, 1. 3, 1, d'accord, dans la dernière colonne de P égale P, P, P'. Ok. Donc j'ai ça. Maintenant, par récurrence immédiate, je remarque que A puissance n, c'est pt puissance n p-1. Donc en fait, pour calculer la puissance nème de A, je me ramène au calcul de la puissance nème de t. Et ça tombe bien parce que la puissance nème de t, on remarque facilement que c'est t puissance n égale ça, la diagonale de 1 et un n en haut à droite. Alors soit on le remarque, soit on peut utiliser notre méthode que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, on a t puissance n égale ça. Maintenant, il nous reste à calculer p-1 et à faire le produit matriciel pt puissance n fois p-1.
Donc comment est-ce qu'on calcule P-1? Entre autres méthodes, pardon, on fait P-1 égale 1 sur déterminant de P fois la transposée de la comatrice de P. Donc bon, c'est pas très enrichissant, donc je passe sur les calculs. On trouve P-1 égale ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le calcul matriciel, c'est-à-dire A puissance n égale P T puissance n P-1, et à faire donc le calcul tout simplement. Et j'obtiens tout calcul fait, du coup, pour tout n dans n étoiles, A puissance n égale l'expression que j'ai là. Est-ce qu'elle est valable pour n égale 0? En fait oui, parce qu'à gauche j'ai bien a puissance 0 égale i3, et à droite j'ai effectivement i3, j'ai bien 1 dans la diagonale et 0 partout ailleurs, donc j'ai bien l'expression valable qui est valable pour n égale 0. Conclusion, eh bien j'ai obtenu l'expression de a puissance n pour tout n, qui est la suivante. Ok, donc on passe à une petite parenthèse sur l'expression de t puissance n, on aurait pu faire différemment. En fait, quelle est l'idée là? C'est de décomposer t sous la forme d'une somme pour essayer d'exploiter un binôme de Newton. Donc je rappelle, pour utiliser un binôme de Newton, il faut que les deux termes commutent, sinon la formule est fausse. Donc en l'occurrence, une bonne idée, ça va être de décomposer t sous la forme de la matrice diagonale i3, c'est-à-dire l'identité, et la matrice n, où il y a un 1 tout en haut à droite. Et pourquoi ça va bien marcher? Eh bien, d'une part, effectivement, i3 et n commutent très facilement, puisque i3 c'est le neutre, donc i3 fois n égale n, i3 égale n, donc on a bien commutativité de i3 et de n. Et ensuite, n elle est nilpotente d'ordre 2, c'est-à-dire que si je calcule n carré, eh bien j'ai la matrice nulle. Donc en fait, l'expression que j'aurai pour le binôme de Newton, elle va se simplifier dans la formule suivante, c'est que à partir de k égale 2, dans la somme, je n'ai plus de termes. Donc j'ai juste un binôme de deux termes, et en plus c'est très simple, j'ai bien i3 plus n i3 fois n, donc au final n petit n fois la matrice grand N, et donc j'ai bien t puissance n qui est l'expression voulue que j'ai trouvée par récurrence immédiate en fait. Voilà, donc ça on a fini pour cet exercice, pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris des choses. Elle te permet en fait de poser les bases de la réduction des endomorphismes en deuxième année. Donc c'est un exercice qui est intéressant et qui sera complexifié plus tard, avec notamment l'ajout des polynômes caractéristiques ou des polynômes annulateurs, les polynômes minimaux annulateurs. Voilà, donc en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Moi ça me donne du courage pour produire encore plus de contenu. J'espère te retrouver sur mes prochaines vidéos. Voilà, salut!